Bonjour, bienvenue sur République Cyber. Nous recevons aujourd'hui Alain Bouillet. Alain Bouillet, bonjour. Bonjour. Donc, Alain Bouillet, vous êtes délégué général du CESIN. Alors, question habituelle, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le CESIN? Alors, le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, en littéral. En raccourci, le club des CISO francophones. J'insiste bien sur francophone parce qu'on ne se limite pas aux frontières de l'Hexagone. On a désormais des membres dans tous les pays francophones, Belgique, Luxembourg, Suisse. Et on vient pratiquement de créer une communauté au Québec. D'ailleurs, cette communauté va participer pour la première fois à notre grand baromètre qui est en cours de sondage aujourd'hui. Et voilà, je rentre du congrès du CESIN. Nous avions notre congrès annuel hier et avant-hier à Reims, avec plein de beaux enseignements. Ça, on va en reparler à la fin. Alors, l'une des problématiques sur lesquelles travaille régulièrement le CESIN et sur lesquelles le CESIN alerte régulièrement d'ailleurs, c'est celle de la concentration des acteurs. Alors évidemment, en plus, très souvent américains ou israéliens, l'un et l'autre, et notamment avec certains acteurs qui ont une fâcheuse tendance à absorber tous les autres. Ce qui, au final, fait que les RSSI se retrouvent souvent, par la force, à avoir tous leurs œufs dans le même panier. Ce qui n'est pas une très bonne chose. Alors, face à ça, finalement, que pouvait faire le RSSI? Alors, je crois qu'il faut d'abord bien mettre les choses au point. On n'est pas en train de se dire, là, qu'on va se séparer de toutes les solutions étrangères, à commencer par les américaines. Il n'en est pas question. Par contre, vous l'avez dit, mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est peut-être pas la meilleure solution. On a vu ce que ça a donné du côté des DSI quand on s'est équipé de Digital Workplace, qu'on a pris à peu près tous les mêmes solutions, les mêmes options, etc. Et quand on voit, l'exemple de VMware est l'exemple le plus facile à démontrer, mais quand on voit ce phénomène d'enfermement, où finalement vous ne pouvez plus sortir des solutions tellement c'est compliqué et tellement vous avez de fonctionnalités d'intégrer dedans, eh ben, vous êtes pieds et poings liés, en effet, avec la solution, encore une fois, quel que soit le pays. Et puis on a vu le problème CrowdStrike également, où le fait que tout le monde ait la même solution, s'il y a un incident... C'est tout le monde qui est planté. Voilà. Alors, nous, dans la cyber, on a ce défaut, peut-être, qui était considéré comme un défaut au départ, c'est-à-dire en gros de se disperser avec des dizaines et des dizaines de solutions, selon les chiffres du baromètre CESIN, une vingtaine ou une trentaine de solutions pour les plus modestes et parfois 60 et 70 solutions pour les plus riches. Donc c'est clair que c'est pas bien d'avoir autant de solutions, mais par contre, il faut rationaliser, il faut plateformiser éventuellement dans certains domaines, mais de là à ce que les RSSI se fassent piéger par des offres tout en un, et on commence à en voir de ces offres-là, c'est sûr que ça va être plus compliqué quand vous aurez un problème d'efficacité de votre DR ici, de votre système d'IAM là, etc., et que vous voudrez en changer. Si vous êtes dans une plateforme, il faudra tout changer. D'accord ? Ou alors, il faudra payer 2 fois, ce qui est encore pire. C'est-à-dire que vous décommissionnerez le DR d'une plateforme et vous en achèterez un autre. Donc, nous, ce qu'on dit au CESIN, simplement, c'est attention dans cette architecture de la cybersécurité, qui est quand même toujours quelque chose de très complexe, attention à ces solutions, je dirais, de plus en plus plateformisées, de plus en plus... parce que pour l'instant, on n'a pas le phénomène de VMware où on nous dit, maintenant que vous êtes bien serré, on va vous augmenter les prix de 30% tous les ans, et puis vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Et votre portefeuille à ouvrir. Et votre portefeuille à ouvrir. On n'en est pas là dans la cyber, mais on en prend le chemin. Et donc on se dit, voilà, ce qui a été fait pour les Digital Workplace et pour d'autres phénomènes, on va peut-être éviter de le faire pour la cyber. Alors, heureusement, effectivement, il y a énormément de fournisseurs, et puis on a, je dirais presque que ça pousse comme des champignons après la pluie, mais du coup, c'est aussi un problème de se repérer dans tout ça. Alors, il se trouve que d'habitude, ce sont des cabinets de conseil qui font des tas de panoramas, de radars, de machins, etc. Et là, le CESIN s'y est lancé. Alors tout d'abord, on va commencer par là, c'est quoi ce fameux cyber panorama ex-radar des startups
que vous avez lancé. Alors, ce n'est pas le radar des startups. Le radar des startups, ça a été très bien fait par un des cabinets dont vous parliez. Nous, l'idée, c'était de dire, en effet, aujourd'hui, moi, si je suis RSSI, si je veux acheter une solution plutôt européenne d'EDR ou d'IAM ou de pare-feu ou de je ne sais pas quoi, je vais chercher le catalogue où? En fait, je me suis rendu compte des catalogues, il y en avait des tonnes. Je ne les citerai pas, mais il y en a beaucoup. Et Aucun en fait, complet. ils ont tous soit vous êtes dans le catalogue parce que vous êtes membre d'une association, soit vous êtes dans le catalogue parce que vous êtes une start-up au hasard, soit vous êtes dans le catalogue parce que vous bénéficiez d'un label, je pense au label Label France, etc., etc. Donc chaque catalogue a son utilité, son intérêt par rapport à ce qu'il veut présenter et défendre. Mais le RSSI, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un annuaire de toutes les solutions. Et donc, du coup, on s'est dit, avec Exatrust, qui est aussi un producteur de catalogue, hein, il y a le catalogue Exatrust, on s'est dit qu'il serait peut-être temps, si on veut avoir des chances, que les solutions soient connues et du coup retenues et achetées par les RSSI. Si on veut avoir cette chance-là, eh bien rassemblons toutes ces solutions qui sont aujourd'hui un peu dispersées dans les différentes catégories. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on s'est retrouvé avec 300 entrées. 300 ça commence à faire beaucoup. Entrées dans notre référentiel. Donc effectivement, ça fait beaucoup. Donc on s'est dit, il faut qu'on range un peu nos affaires. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le NIST. Alors bon, vous allez dire, le NIST, framework américain pour classer les solutions européennes. Bon, ok, nobody is perfect. Mais en attendant, c'est quand même un classement qui parle à tout le monde. Hein, donc le protéger, le gouverner, enfin toutes les grandes catégories du NIST. On a rangé toutes ces 300 entreprises dans ces catégories. On les a aussi catégorisées sous l'angle chiffre d'affaires. Est-ce que c'est une start-up, une scale-up, une grande entreprise, une PME, plus etc. ou moins mature, etc. Voilà, une maturité. Donc pour l'instant, on en est là. On offre, en effet, l'idée c'est de présenter ces différentes solutions sous cette catégorisation NIST. Ensuite, on a des sous-catégories. Parce qu'à l'intérieur de Protégé, par exemple, qui est quand même la catégorie qui va retrouver le plus d'entrées de sociétés, on les a sous-classés, je dirais, par d'autres classements, encore une fois, du NIST, hein, pour rester dans les purs. Et comme ça, le jour où vous avez besoin de protéger du endpoint ou de protéger du réseau ou de faire de l'IAM ou de je ne sais pas quoi, eh bien, vous aurez, j'espère, une liste exhaustive voilà, des possibilités. Des possibilités, avec la possibilité, en effet, d'avoir les informations qui vont bien par rapport aux différentes solutions que vous avez sélectionnées. Alors, quand on fait ce genre de panorama, en général, on va constater des grandes tendances. Donc, qu'est-ce qu'on peut ressortir de ce panorama? D'abord, il y a plein de solutions, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais à part ça. Alors, une bonne nouvelle, oui et non. On voit bien, si vous prenez par exemple... alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce panorama, il ne va pas s'arrêter à la frontière de la cyber. Moi, j'ai tenu beaucoup à ce qu'on y retrouve... Alors, ce ne sera pas dans la version que nous sortons là, mais dans la V2, on va dire. J'aimerais qu'on y retrouve, par exemple, les solutions de cloud de confiance. Parce que les solutions de cloud de confiance, ce n'est pas de la cyber, on est bien d'accord, mais ça participe quand même de la protection des données. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas figurer dans notre baromètre, par radar, panorama, voilà, appelons-le comme on veut, mais qu'on ne fasse pas figurer ces solutions-là. Et puis, j'irais, si affinité, on pourra peut-être y faire entrer d'autres solutions comme les digital workplace, etc. Mais prenons l'exemple des digital workplace aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, quand vous achetez américain, vous avez droit à 2 options, Google ou Microsoft. Vous voulez acheter du digital workplace concurrent de ces deux-là, européens, je pourrais vous en citer peut-être une demi-douzaine. Donc il est là le problème.
Le problème, il est qu'aujourd'hui, en effet, alors peut-être que ce radar permettra aux investisseurs et à des regards un peu plus high level de se rendre compte qu'il y a un sujet aussi de dispersion et qu'il serait de bon ton pour un certain nombre de solutions peut-être de rassembler les efforts et d'arriver avec des échelles de taille qui puissent être en effet véritablement concurrentielles aux offres étrangères. Alors ça tombe bien parce que sur la dernière Cyber Night, on a fait donc la table ronde avec des 3 fonds d'investissement et le campus cyber pour précisément voir comment construire des offres championnes. Donc j'espère que nous pourrons communiquer ce panorama à ces fonds pour leur montrer que c'est possible de trouver des choses à assembler. Bon, et maintenant, que va faire le ciseau? Parce que ça va, bon, voilà, il a toute sa liste, mais il a aussi des solutions qui sont installées. Donc on ne va pas, comme vous disiez tout à l'heure, virer l'installer et puis installer de nouvelles choses, parce que ça commence par coûter cher. Donc qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? En fait, quand on achète des solutions, on ne les achète pas pour la vie. Certes. Il y a un phénomène à un moment donné de renouvellement de contrat, d'appel d'offres. Justement, cette idée de ce catalogue que nous sommes en train de mettre au point, c'est de se dire au moment justement du renouvellement, au moment de l'appel d'offres, alors si c'est marché public, oui. Voilà, que le meilleur gagne, mais si c'est la plupart du temps, quand on fait des appels d'offres dans le privé, on y met, on l'envoie à qui on a envie de l'envoyer. Et peut-être qu'on ne pense pas que la solution européenne peut être intéressante. La légende urbaine qui consiste à dire c'est plus cher quand c'est européen, on l'a souvent démolie. Je veux dire, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure sur les capacités qu'ont les acteurs étrangers à augmenter les tarifs à partir du moment où vous êtes bien enfermé dans la solution, rend du coup les solutions européennes beaucoup plus concurrentielles. Donc du coup, voilà, l'idée c'est de se dire, je suis face à une problématique soit de remplacement d'outils, soit je ne suis pas content de la solution, soit il y a comment dirais-je, une stratégie de rationalisation, voire d'architecturisation de l'environnement cyber, et bien à ce moment-là, effectivement, je peux, je dois continuer d'avoir le choix. Pour moi, c'est ça le maître mot, c'est d'avoir le choix. J'ai le choix d'acheter américain, d'acheter israélien, d'acheter européen. Et j'assume ce choix. Et on essaye d'expliquer aussi, nous, au Césin, les conséquences de certains des choix. Et on n'a pas besoin du Césin, d'ailleurs, pour expliquer les conséquences de certains choix en ce moment, en pleine tourmente géopolitique. Alors justement, ça tombe bien que vous évoquiez ce sujet parce que début décembre, vous avez eu le congrès du Césin dont on parlait tout à l'heure. C'était sur le thème soubresaut géopolitique et impact sur la cybersécurité. Alors, un grand thème, un grand sujet. Finalement, qu'en est-il ressorti de ce congrès ? Alors, ce que je dois dire pour commencer, c'est que j'étais personnellement un petit peu inquiet finalement, parce que je suis en grande partie responsable du choix du sujet, bien que j'ai un comité de programme qui m'aide grandement à bâtir l'agenda d'un tel événement. Mais je me disais à la fin, quand j'ai vu l'enchaînement des plénières, les sujets qu'on allait traiter, etc., je me suis dit peut-être que nos membres ils vont nous dire qu'on est complètement hors sol et que on n'a pas parlé finalement beaucoup de leur quotidien et des choses qu'ils vont retrouver le lundi en rentrant du congrès. Et en fait, les retours que j'ai eus sont plutôt encourageants et extrêmement positifs parce que justement, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup traité. Quand vous regardez aujourd'hui les analyses de risques, les risques géopolitiques, il n'y avait pas beaucoup d'entrées sur le sujet. Vous prenez l'exemple on a souvent parlé des risques juridiques liés aux solutions étrangères et américaines, pour ne pas les nommer, les fameuses lois extraterritoriales dont on souhaite se protéger avec différentes solutions, les clouds de confiance, SecNumCloud, j'en passe des meilleurs. Ce risque-là, il est là depuis que les lois existent. Mais en fait,
dois reconnaître qu'il ne se passe pas grand-chose en la matière. On n'a pas beaucoup de cas avérés, même si chaque cas avéré est un cas de trop, mais on n'a pas beaucoup de cas avérés. Là, ce qui est arrivé, en particulier avec les menaces de Trump, un jour sur le Canada, le lendemain sur le Danemark avec le Groenland, etc., et des menaces où finalement les arguments de chantage, oui, il y a les taxes, oui, il y a plein d'arguments, mais il y a aussi le fait de dire, moi si je ne suis pas content, je vous switch. Voilà. Bon, c'est un scénario qui avait été envisagé d'ailleurs, pas par moi, mais par le délégué général du CIGREF. Donc, bon. Et du coup, ce phénomène bouton rouge, en effet, là aussi, ce n'était pas dans la cartographie des risques. On parlait tout à l'heure de l'incident CrowdStrike. L'incident CrowdStrike a démontré qu'en effet, le moindre puce dans l'engrenage faisait que on pouvait arrêter les aéroports, les hôpitaux, bref, l'économie d'un pays ou d'un continent par une défaillance. Donc, si on coupe le bouton, ça reviendra exactement au même. Donc aujourd'hui, ces questions de continuité sont de plus en plus prégnantes dans les cartographies des risques, et c'est de tout ça dont on a parlé. Donc en effet, aujourd'hui, la prise de conscience, je pense qu'on a contribué avec ce congrès à faire prendre conscience aux participants qu'ils avaient intérêt à regarder ces sujets-là. Hein. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les réglementations qui manquent. On vous parle de résilience. La résilience, elle commence aussi par ce genre de questionnement par rapport aux solutions qui sont omniprésentes dans le quotidien des systèmes d'information des entreprises. Donc je pense qu'on a ouvert les chakras, comme on peut dire. Maintenant, oui, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, on en a beaucoup débattu dans nos ateliers, parce qu'on fait un mixte au congrès d'ateliers et de conférences plénières. Les ateliers, on redescend un petit peu en terre à terre. Et dans les ateliers, par exemple, il y en avait un qui a réfléchi à comment finalement intégrer ces risques-là dans les cartographies des risques et comment les traiter. On voit bien qu'il y a aussi beaucoup de... avec ces événements, on parle de guerre, mais de cyberguerre, mais on parle de vraie guerre aussi. Hein. Quand vous êtes dans un pays où il y a un conflit ouvert, il y a des vies humaines en jeu. Quelques serveurs. Et il y a aussi quelques serveurs. Mais ça veut dire qu'il faut peut-être mixer les deux, l'approche sûreté, sécurité des biens et des personnes, avec l'approche sécurité. Là, on a intérêt à se causer, parce que les sources de renseignements, les sources d'informations qu'on peut avoir pour les uns peuvent être utiles pour les autres. On voit bien, par exemple, que la guerre en Ukraine, elle n'a pas commencé avec des missiles, elle a commencé par des cyberattaques. Tout à fait. Donc, tout ça fait qu'en effet, on a vraiment intérêt aujourd'hui à se préoccuper du sujet, parce que pour le coup, faut vivre dans une grotte pour ne pas voir ce qui se passe autour de nous. Et on se rend compte que le système d'information, il est quand même omniprésent dans le quotidien des entreprises, et que du coup, sa défense, et là au sens guerre du terme, sa défense devient de plus en plus compliquée. Malheureusement, je crois que ça sera un très bon mot de conclusion. Merci Alain Bouillet. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à très bientôt sur republic-it.fr. Au revoir.